Bien qu'il n'y ait pas d'accès internet, ni même de réseau téléphonique dans cette minuscule cabane où je suis assis en train de taper, perché sur une falaise surplombant l'océan Pacifique, je rédige ce blog avec l'espoir qu'il puisse être découvert par une nouvelle civilisation, bien longtemps après la disparition de l'humanité. Cela pourrait être le témoignage d'un homme qui a trouvé la foi et la religion après avoir douté si longtemps. Vous voyez, je n'ai jamais été un homme spirituel ou superstitieux. J'étais un homme de science, un étudiant, un biologiste marin. Avant cela, je n'avais jamais eu ce qu'on pourrait appeler la foi en quelque chose ressemblant à la religion. Pour moi, tout est mathématique. Les étranges mutations de la vie n'étaient que la progression exponentielle de l'évolution. Mais maintenant, alors que je vois les feux sacramentels brûler brillamment sur la plage en dessous de moi, et que je ressens le réveil des anciens résonner dans mon sommeil et mes rêves, maintenant que je réalise que le temps de l'homme est révolu, et qu'un nouveau commencement s'annonce pour des êtres bien plus grands et bien plus puissants que nous, j'offre un poème, un sacrement, un récit aux événements qui se sont déroulés avant le grand éveil. Permettez-moi de commencer tout au début. J'étais étudiant à l'Université de Californie à Santa Cruz, travaillant sur ma thèse de doctorat en biologie marine. Les mollusques étaient ma spécialité, en particulier les Aliotoidea, Aliotis rufescens, ou comme on les connaît sous leur nom commun, les ormeaux rouges. Les ormeaux sont un type comestible d'escargot de mer, un mollusque marin, un gastéropode à coquille unique que l'on trouve dans les eaux côtières du monde entier. Comme tous les escargots, ils ont une tête avec une bouche et une paire d'yeux, et un pied qu'ils utilisent pour s'accrocher aux formations rocheuses, tout en utilisant leur langue en forme de lime pour racler la matière algale dans leur bouche. Ils ont aussi une paire de tentacules. Ils sont considérés comme un mets délicat. Leur chair étant comparable à celle du calmar. Les ormeaux rouges les plus grands et les plus prisés de l'espèce ne se trouvent que sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Ils ne sont pas en voie de disparition, mais en raison de la surpêche et de l'acidification des océans, ils sont devenus plutôt rares. C'est pourquoi la Californie en a interdit la pêche commerciale dans les années 90. Ils peuvent être récoltés à des fins personnelles uniquement au nord de San Francisco, d'avril à novembre, avec une pause en juillet, et avec une limite de seulement 3 par jour et un total de 18 par an. Puisque j'écrivais ma thèse de doctorat sur Aliotis rufescens, il a été jugé nécessaire que je passe l'été dans un petit village de pêcheurs, appelé Shelter Cove. Là-bas, je devais étudier, mesurer, compter et cartographier les ormeaux, ainsi que signaler toute activité suspecte liée aux braconniers d'ormeaux au département californien de la pêche et de la faune. Ainsi, lorsque le semestre scolaire s'est terminé en juin, j'ai emballé tout mon matériel, équipement de plongée, livres, diapositives, bocaux à spécimens, microscope, et attaché mon kayak sur le toit de ma vieille et fidèle Subaru, et j'ai pris la route vers le nord sur l'autoroute 101 en direction de Shelter Cove. Shelter Cove est un petit hameau tranquille sur la côte du comté de Humboldt. Le panneau à l'entrée le proclame « Une île dans le temps ». Il n'y a qu'une seule route sinueuse qui y mène, qui grimpe à près de 700 mètres lorsqu'elle franchit le sommet des montagnes de la King Range, et à l'inverse, il n'y a que cette route sinueuse dangereuse, jonchée de falaises pour en sortir. Au sud, il n'y a rien d'autre que des rivages inaccessibles face à des falaises abruptes, parsemés de petites plages où les vagues s'écrasent sur des rochers dentelés, et de profondes et dangereuses piscines de marée. Au nord, c'est relativement la même chose, seulement une fine route de terre caoteuse, serpentant sur les falaises légèrement vers l'est. C'est pourquoi cette région est connue sous le nom de la côte perdue de Humboldt. Les surfeurs courageux et les kayakistes viennent ici, mais elle est réputée pour ses forts courants. Et autrefois, une troupe entière de scouts fatigués qui se reposaient sur la plage a été emportée par une vague sournoise et aspirée dans les profondeurs de l'océan jusqu'à leur mort. Le logement qui m'a été attribué se composait d'une petite cabane, perchée tout en haut sur la falaise. À droite, je pouvais voir la rampe de mise à l'eau utilisée par les pêcheurs, l'endroit clos où ils vidaient leurs prises. Une petite plage s'étendait là, où les habitants conduisaient leurs camionnettes sur le sable pour boire de la bière et faire des barbecues. À ma gauche se trouvait une autre plage qu'ils appelaient Deadman's, séparée de l'aire de débarquement par une falaise saillante. Deadman's, un spot de surf prisé, n'est accessible que par l'océan. Les surfeurs doivent pagayer sur leurs planches autour de la falaise pour y arriver.
Le seul accès à Internet à Shelter Cove se fait par satellite, et l'université était trop radine pour en installer un dans la cabane qu'il m'avait fournie. Je ne pouvais même pas obtenir de réseau téléphonique pour utiliser mon téléphone comme point d'accès. Donc, quand je devais publier mes données sur le site web du laboratoire scientifique de l'université, je devais descendre quelques kilomètres sur la route jusqu'à un café dans le hall d'un vieil hôtel qui avait le Wi-Fi. Là, je pouvais aussi réussir à avoir du réseau téléphonique, mais seulement sur le parking tout en haut. Mes voisins les plus proches habitaient au bout d'un chemin de terre chaotique. Une jeune mère célibataire et sa fille de 9 ans, Suzy. Le premier jour, alors que je détachais mon kayak du toit de ma vieille Subaru, Suzy est arrivée vers moi sur son vélo rose, un air curieux sur son petit visage rond. « Qui es-tu » demanda-t-elle de cette manière directe et curieuse des enfants de son âge. « Je m'appelle Théodore. » Elle hocha la tête comme si elle approuvait mon prénom, ses yeux fixés sur tout mon équipement. « C'est quoi tout ce matériel ?»« C'est mon équipement de plongée. Ce sont des bocaux à spécimens, et ces boîtes ici, ce sont des microscopes. Avec un microscope, tu peux voir des choses vraiment petites. Je sais ce que c'est un microscope. Les élèves de 6e s'en servent dans mon école. Pourquoi as-tu tout ça ? Eh bien, je suis scientifique et je suis ici pour étudier les ormeaux. Ormeaux ? Mon oncle Bob essaie de me faire manger ça tous les 4 juillet. Je n'aime pas les fruits de mer. Tu vis dans un village de pêcheurs et tu n'aimes pas les fruits de mer ? Non, je n'aime rien de gluant, puant, glissant, mouillé ou dégoûtant. Elle hocha la tête de cette manière autoritaire qu'elle avait utilisée quand je lui ai dit mon nom, puis elle est partie en vélo me laissant là à rire. Après ce jour-là, chaque fois que Suzy passait à vélo et me voyait, elle s'arrêtait et venait me parler. Bien qu'elle prétendît détester les choses gluantes, elle succomba bientôt aux merveilles de la nature, s'émerveillant devant un oursin ou riant aux éclats devant les acrobaties maladroites d'un énorme crabe dormeur que j'avais récupéré de l'océan pour son amusement. Ses grands yeux marrons pétillaient quand elle caressait une étoile de mer. Je lui montrais les petits trous dans le manteau de la coquille épaisse et bombée de l'ormeau, les orifices respiratoires, et je lui expliquais comment l'escargot de mer évacuait l'eau avec ses branchies. Elle regardait dans le microscope les macro-algues, et je lui expliquais comment l'ormeau se nourrissait d'elle avec les petites dents médianes de la radula. À mesure que son enthousiasme grandissait, je sentais qu'une future biologiste marine était en train de naître, et j'ai fini par vraiment adorer ces visites. Je me suis rapidement installé dans une routine, me réveillant tôt et partant en kayak pour plonger. Même en été, l'eau était froide, avec une température moyenne d'environ 10 degrés, et je devais porter une combinaison intégrale avec une cagoule et des gants, et me glisser dans le trouble pour explorer les formations rocheuses sous-marines avec ma lampe de poche, cherchant les coquilles bombées et rouges briques qui sont les demeures sous-marines des ormeaux. Je les comptais et mesurais, puis je retournais à mon kayak pour consigner mes découvertes. C'était un travail paisible mais dangereux. Chaque année, des dizaines de plongeurs d'ormeaux échouent morts sur les rivages, écrasés contre les rochers par une vague ou aspirés dans des grottes sombres de l'océan. En 2004, un plongeur d'ormeaux qui travaillait ironiquement pour l'Alliance de la pêche récréative et siégeait à un comité fédéral de gestion des pêches, a été attaqué par un grand requin blanc alors qu'il plongeait non loin d'ici, au large de la côte de Mendocino. Ses amis ont d'abord vu un vaste nuage de sang dans l'eau. Son corps mutilé a été retrouvé échoué sur le rivage un jour plus tard. Le soir, je rentrais mes statistiques sur mon ordinateur portable, leur profondeur moyenne et leur proximité du rivage. Et pendant mon temps libre, je déambulais le long du rivage, explorant les bassins de marée tout en sirotant une bière locale artisanale et en fumant l'excellent cannabis dont les collines à l'est de nous étaient célèbres. Je levais les yeux vers le ciel, strié de rose et de violet, alors que le soleil disparaissait dans l'océan, regardant les pélicans battre des ailes à l'unisson, tandis que les cris aigus des jeunes phoques résonnaient contre les falaises imposantes. J'étais heureux, aussi heureux que je ne l'ai jamais été. À la fin de ma 3e semaine, j'avais cartographié toute la ligne de rivage sur plus d'un demi-kilomètre. À la fin du premier mois, j'étais suffisamment connu pour être invité à une fête par les habitants. C'était un événement organisé dans un manoir qui s'étendait sur une colline avec pleine vue sur l'océan. C'était le dernier jour de juin, et il y aurait une pause d'1 mois dans la récolte des ormeaux tout le mois de juillet, donc les plongeurs d'ormeaux organisaient un festin. Il y avait des raviolis d'ormeaux, des ormeaux sauce salsa, des saucisses d'ormeaux,
Mais le plus délicieux était l'ormeau enrobé de dattes, de fromage de chèvre et de bacon, le tout frit. Tout cela ainsi que les mets habituels comme le saumon, le flétan, la morue et les huîtres. Des bouteilles de vin des vignobles voisins jonchaient les tables, et des pêcheurs au visage rouge se rassemblaient autour de fûts de bière artisanale locale. Le shérif était là, en uniforme, et quand quelqu'un lui passa un joint, il tira une bouffée et le passa comme tout le monde. Une semaine après le début de juillet, j'ai remarqué qu'une énorme quantité d'ormeaux avait disparu au bout de Deadman's. Les ormeaux se concentrent là où le courant fait accumuler les algues dérivantes. Le point de Deadman's était l'un de ces endroits. Parce que les ormeaux dépensent beaucoup d'énergie en se déplaçant, ils ont tendance à rester à un endroit. La semaine dernière, le point de Deadman's était jonché d'ormeaux. Maintenant, il n'y en avait plus un seul. J'ai balayé les rochers avec ma lampe de poche. Rien. J'ai glissé ma main dans une fissure étroite, cherchant autour de la crevasse profonde la sensation caractéristique de ces coquilles épaisses, prudent et conscient qu'une vague pourrait m'aspirer dans l'étroit espace, écraser mes os, me coincer et me piéger. Même s'il n'y avait pas d'interdiction de pêcher des ormeaux en cours, une disparition de cette ampleur était sans précédent. Cela devait être une sorte de braconnage à grande échelle. À San Francisco, dans le quartier chinois, les ormeaux séchés se vendent comme aphrodisiaques à $2000 les 500 grammes. Une prise aussi importante pouvait facilement rapporter plus d'un demi-million de dollars. Tout d'abord, j'ai alerté le département de la pêche et de la chasse. Ensuite, pensant que les braconniers, après avoir épuisé la réserve, descendraient maintenant dans la crique de Deadman's elle-même et qu'ils viendraient probablement tôt au crépuscule, j'ai décidé de faire une planque sur la plage de Deadman's pour voir si je pouvais attraper les braconniers s'ils revenaient. La seule manière d'accéder à la crique de Deadman's est par l'océan. Alors j'ai sorti mon kayak jusqu'à la mise à l'eau, je l'ai glissé dans l'eau sombre, les vagues clapotant contre le quai en béton, je suis monté dedans et j'ai pagayé. C'était la pleine lune, mais le brouillard était très épais sur l'eau relativement calme. J'ai pagayé devant la plage où quelques camionnettes étaient encore garées, des surfeurs se relaxant sur le rivage et buvant quelques bières après une journée à rider les vagues, et j'ai contourné le point imposant de Deadman's, évitant soigneusement le croissant de rochers dentelés qui surgissait de l'eau noire et du brouillard. En pagayant dans la petite crique, j'ai surfé sur les vagues jusqu'à la plage. Tirant mon kayak sur le sable noir et caillouteux jusqu'à la falaise, j'ai trouvé une petite grotte et j'y ai glissé mon kayak, le camouflant avec du bois flotté, des algues séchées et quelques poignées de sable. Mon kayak dissimulé, j'ai marché sur la plage et derrière une grosse souche d'arbre échouée, j'ai installé ma petite tente pour une personne. Je me suis accroupi pour la nuit, restant éveillé un bon moment, mais finissant par m'endormir légèrement, déterminé à me réveiller le plus tôt possible. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé à cause d'un bruit, confus. J'ai d'abord pensé que c'était des cris d'otaries, mais au fur et à mesure que le sommeil me quittait, j'ai réalisé que c'était des voix humaines. On aurait dit qu'ils chantaient ou chuchotaient. J'ai sorti la tête de ma tente. Toute la plage était maintenant recouverte d'un épais voile de brouillard. Mais quand j'ai regardé au loin, j'ai été surpris de voir une masse de flammes oranges s'élevant dans le ciel nocturne. C'était un immense feu de joie, et autour de lui se dessinait un cercle de personnes en silhouette. Étais-je en train de rêver? J'ai cligné des yeux et me suis concentré sur le feu. Et oui, autour du feu se tenait un groupe de personnes en manteau noir à capuche. Ils se tenaient par la main et faisaient lentement le tour des flammes, chantant, tandis que le brouillard tourbillonnait autour d'eux. À l'extérieur du cercle se trouvaient d'autres personnes, également en manteau sombre, restant immobiles comme des statues, tenant des torches. Ils ne pouvaient pas me voir, caché dans le brouillard derrière le tronc d'arbre massif, et je les ai regardés prudemment. J'ai simplement supposé que c'était un groupe d'adolescents qui faisaient des choses étranges, ou peut-être même un couvent de vieux week-ends hippies qui pratiquaient leur magie. Aucun des deux ne serait inhabituel dans ces endroits. J'ai observé ce rituel étrange pendant plus d'1 heure jusqu'à ce qu'ils aient fini. Ensuite, ils ont éteint leur feu de manière responsable, ce qui m'a impressionné, enfouissant ces restes fumants dans le sable. Puis ils ont marché vers une ravine où un sentier les conduisait en haut de la falaise. Il y avait donc un moyen d'accéder à la crique de Deadman's autre que par l'océan. Je devrais explorer ce sentier dès que j'en aurai l'occasion.
Peut-être que le voleur d'ormeaux l'utilisait pour se rendre à la plage. Comme les étranges adeptes, ou quoi que ce fût, ne s'étaient pas aventurés dans l'océan et n'avaient donné aucun signe de braconnage d'ormeaux, je ne leur ai pas vraiment prêté attention. Juste un groupe de cinglés qui font des trucs bizarres. J'avais souvent entendu dire que le comté de Humboldt était un endroit étrange, et que le sud de Humboldt était encore plus bizarre. J'ai attendu toute la journée sur la plage, guettant le moindre signe de braconnier, mais je n'ai rien vu. Lorsque le soleil s'est couché et que le ciel a commencé à s'assombrir, j'ai plié ma tente et je suis allé récupérer mon kayak. Cela faisait plus de 24 heures que j'étais sur la plage, et je n'avais vu aucun signe du voleur d'ormeaux. J'ai poussé mon kayak dans les vagues, j'ai sauté dedans et je suis retourné à la pointe. Cette nuit-là, même si j'étais épuisé sur ma petite expédition, j'étais agité et incapable de dormir, me retournant sans cesse dans mon lit. Je suis sorti sur le bord de la falaise pour boire une bière afin de me calmer. Une légère brise agitait les feuilles du manzanita et de la tanésie des dunes qui bordaient la falaise, l'odeur salée de la mer pesant lourd dans l'air. C'est alors que j'ai remarqué que de là-haut, je pouvais distinguer un feu qui brûlait sur Deadman's au-dessus de moi et de minuscules silhouettes d'acolytes qui tournaient autour. Je pouvais même distinguer les porteurs de torches qui encerclaient le groupe. Ils étaient de retour, les bizarres du coin. Probablement une bande de gothiques ou de métalleux qui écoutaient trop de Marilyn Manson. La bière faisait effet et j'ai commencé à bâillir, sentant l'épuisement m'envahir. Cette nuit-là, j'ai fait le premier de mes rêves. J'ai rêvé que j'étais dans l'océan, profondément dans l'eau, sous les vagues, en train d'examiner les ormeaux. Je passais mon doigt sur leurs coquilles extérieures dures, imaginant leurs lobes de teinte fin briller, leurs muscles columellaires. C'était la période de reproduction, et je pouvais voir leurs orifices respiratoires évacuer les œufs. Je n'avais pas d'équipement de plongée, je n'en avais pas besoin. J'avais l'impression d'avoir des sortes de branchies, car je sentais l'eau salée entrer et sortir de moi au fur et à mesure qu'elle s'agitait, froide et verte. Fasciné, j'ai étudié les formations de roches et de coquillages, tandis qu'une main, presque inhumaine, se faufilait sur le plateau escarpé. Elle était recouverte d'écailles vertes et pâles, et l'extrémité de ses doigts se terminait par des griffes noires. Elle a tendu la main, saisi la coquille rouge sang du Haliotis rufescens, et l'a lentement décollée de la roche, la traînée de bave que l'escargot de mer utilise pour se déplacer laissant une tache visqueuse et suintante. J'ai regardé émerveillé, une tête humanoïde s'élevait au-dessus du rebord rocheux. Un visage avec les caractéristiques d'un poisson, des branchies, de petits trous à la place du nez, de grands yeux noirs et vides. Je regardais fixement la créature porter l'ormeau à sa bouche, et avec ses dents crochues, tirer lentement l'escargot de mer hors de sa coquille et commencer à le mâcher, l'avalant à grandes gorgées. Lorsqu'il eut fini, il sortit une longue et fine langue noire, fourchue comme celle d'un serpent, et lécha la coquille vide. Voilà donc le voleur d'ormeaux, me dis-je, avec l'esprit calme et calculateur d'un scientifique, sans la moindre crainte. Puis j'en ai vu d'autres, dans le lointain obscur du fond de l'océan. Ils étaient plus nombreux, des centaines, peut-être même des milliers. Une armée de ces créatures marines à écailles qui se nourrissaient d'ormeaux. J'ai compris qu'elles se nourrissaient pour se renforcer. Elles se préparaient à quelque chose. Cette armée de créatures se préparait à la venue d'un être plus grand que tous ceux qui ont jamais parcouru cette terre. Ils attendaient un grand éveil. Et dans une épiphanie massive, j'ai réalisé l'importance de leur mission et que j'étais nécessaire. Je devais les rejoindre, leur apporter mon soutien psychique. Et j'ai alors réalisé ce que la secte sur la plage était en train de faire. Quel était leur but? Puis j'ai regardé mes mains, et j'ai réalisé que mes mains aussi étaient palmées et couvertes d'écailles. J'étais l'un d'entre eux. Je me suis réveillé en sueur, tremblant, incapable de chasser cet étrange rêve de mon esprit. Le rêve était bizarre, stupide. De toute évidence, il n'avait aucun rapport avec la réalité. Mais quelque chose en moi était différent. Je ne me sentais pas du tout scientifique. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une spiritualité inexplicable, un désir de vénérer un être supérieur, une puissance supérieure. J'ai également eu très peur sans pouvoir dire pourquoi.
Le lendemain, j'ai cherché le chemin qui menait à Deadman's. Je me suis rendu compte qu'à partir de ma cabane, je pouvais marcher le long du bord de la falaise, entre les touffes de coyote bush et de tanaisie des dunes, en descendant une colline jusqu'à un ravin, qui finissait par se transformer en ravin rocheux et escarpé. En suivant ce ravin jusqu'à une petite vallée, j'ai trouvé le sentier. Rien de plus qu'un sentier de cerf ou d'élan en fait. Sur un coup de tête, j'ai décidé de l'emprunter cette nuit-là pour observer et voir si ce groupe étrange réapparaissait, juste pour vérifier par curiosité ce qu'ils faisaient. Si je pouvais identifier l'un d'entre eux, je pourrais peut-être les interroger sur le voleur d'ormeaux, voir s'ils avaient de bonnes informations sur les bateaux ou les étrangers qui venaient ou partaient de la plage. Cette nuit-là, en me glissant dans le ravin, j'ai pu voir le feu brûler sur la plage en contrebas. Je me suis placé à l'écart du sentier et au-dessus de la crique, juste assez près pour bien voir la plage avec mes jumelles. Je me suis accroupi et j'ai porté mes jumelles à mes yeux. Je pouvais voir qu'ils se tenaient à nouveau la main autour du feu, tournant lentement, chantant probablement l'étrange charabia que j'avais entendu la nuit dernière. J'ai essayé de distinguer leur visage pour voir si je reconnaissais quelqu'un, mais leur capuche les cachait, et tout ce que je pouvais voir c'était des ombres à la place de leur visage. J'ai scruté l'assemblée avec mes jumelles, et je remarquai qu'il se passait quelque chose sur le côté, une sorte d'agitation contre le mur de la falaise. 2 silhouettes encapuchonnées tenaient par les bras d'une personne qui se débattait. J'ai ajusté mes jumelles, et ce que j'ai vu m'a remué les tripes. C'était Suzy. Il tenait Suzy. Elle était nue et se débattait. Je n'en croyais pas à mes yeux. Puis, sous mon regard impuissant, ils l'ont tirée vers le feu. Il a fallu 4 de ces maniaques masqués pour maintenir la petite fille qui se tortillait, tandis qu'un autre, dont les robes étaient d'un rouge cramoisi, levait ce qui devait être un couteau au-dessus d'elle, long et pointu. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il devait être au moins une 12aine en bas. Puis tout s'est passé très vite. Il l'a poignardée, et j'ai cru entendre cette petite voix que je connaissais si bien crier de douleur et se taire. L'homme à la robe cramoisie a entaillé sa poitrine, et en a sorti quelque chose que je ne pouvais que supposer être son cœur, et l'a porté à sa bouche. Il a ensuite laissé tomber son corps sans vie et inerte sur le sable. Je devais faire quelque chose. Je devais appeler la police. Je me suis retourné et j'ai remonté le ravin. Ce faisant, mon pied a glissé, et j'ai envoyé une pluie de cailloux et de terre dans le ravin couvert de brume. Je me suis figé, la bouche sèche de poussière, accroché à la paroi rocheuse. M'avait-il remarqué? Le cœur battant, j'ai commencé à remonter. Une fois arrivé au sommet, j'ai sprinté sur les falaises jusqu'à ma Subaru, à présent essoufflé. En tâtonnant avec les clés, j'ai démarré le moteur et j'ai foncé sur la route. Je suis entré en trombe dans le parking de l'Inn of the Lost Coast. J'ai sauté de ma voiture, et les mains moites et tremblantes, j'ai composé le 911 sur mon iPhone. Lorsque j'ai expliqué à l'opératrice ce qui s'était passé et où je me trouvais, elle m'a transféré au shérif. « Calmez-vous, m'a-t-il dit, et expliquez-moi à nouveau ce qui s'est passé. »« Je les ai vus la tuer, ai-je dit. Il l'a tuée et a mangé son cœur. »« Qui ? Suzy Anderson. »« Suzy Anderson qui vit au coin de Tough and Steelhead avec sa mère Cathy ? » ?»« Oui, je suis sûr que c'est elle, sur la plage de Deadman's. »« Vous dites qu'elle a été assassinée ? » ?»« Oui. Par une secte avec des cagoules sur la plage. »« Oui, ils ont mangé son cœur, vous entendez ? » ?»« Ok Ted, ok, calmez-vous. Maintenant écoutez. Ce que vous allez faire, c'est rentrer chez vous. Je vais venir vous voir. »« Mais ils l'ont tué. »« Faites ce que je dis, Ted. »« Mais il n'y a pas de mais, Ted. Rentrez chez vous et je viens vous voir. C'est compris ? » Je suis donc retourné à ma cabane et j'ai attendu. J'ai regardé la falaise, mais je ne voyais plus le feu brûler. J'ai bu une bière, j'ai essayé de revoir mes données, mais j'étais trop secoué. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais même pas à taper des chiffres sur le clavier de mon ordinateur portable. Soudain, on a frappé à la porte, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis approché de la porte et j'ai prudemment écarté le rideau de la fenêtre. En jetant un coup d'œil, j'ai vu le shérif se tenir sur le pas de ma porte avec Cathy, la mère de Suzy, et une petite fille. J'ai timidement ouvert la porte. « C'est la fille que vous avez vue se faire assassiner ?» m'a immédiatement aboyé le shérif. J'ai regardé la petite fille devant moi, une fille du même âge et de la même taille que Suzy, avec des cheveux similaires, mais certainement pas Suzy. Non, ce n'est pas elle. J'ai dit Suzy Anderson. La petite fille lève les yeux vers sa mère. « De quoi il parle, maman ?»
C'est Suzy Anderson, grommelle le shérif. Et voici sa mère. Je les connais toutes les deux depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, non, ce n'est pas Suzy. Je les ai vus la tuer. Il fallait bien que quelqu'un me croie. J'ai regardé la mère de Suzy qui m'a regardé comme si j'étais fou et qui a serré la petite fille contre elle. Maman, Ted me fait peur. Très bien, vous deux, allez attendre dans la voiture, a marmonné le shérif en faisant signe à la mère de Suzy et à la petite fille de s'en aller. Il a ensuite posé une de ses grosses mains sur mon épaule et m'a poussé dans la cabane. Écoute, tu fais peur à cette petite fille et tu devrais me dire ce qui se passe vraiment. Il m'a parlé à l'oreille et m'a dit « Tu te drogues? Tu prends un peu de meth pour rester debout toute la nuit et faire tes recherches ?» Il a jeté un regard suspicieux sur la pièce, les bocaux remplis d'insectes et de mulosités, les béchères contenant des échantillons d'eau de mer et des lames de verre. Dois-je aller chercher un mandat de mon vieux copain le juge Johnson et revenir ici pour fouiller cet endroit? Vous pensez que je suis drogué? Moi? Je vous ai vu fumer un joint à la fête. Il s'est mis à rire de tout son cœur et a affiché un grand sourire. Bon sang, fiston, c'est pour mon glaucome. J'ai de la marijuana médicale depuis plus de 15 ans. J'ai été l'un des premiers à l'obtenir ici. Tout le monde le sait. Je commençais à avoir le vertige. La pièce commençait à tourner lentement. Ça va, fiston? Tu n'as pas l'air bien. Mais le feu sur la plage, vous avez vérifié l'incendie? Oui, j'y suis allé. On dirait qu'une bande de gamins faisait la fête. Ils ont laissé des canettes de bière partout, mais ils sont partis maintenant. Vous avez descendu comment? J'ai marché. Vous connaissez la piste secrète? La piste secrète, elle n'est pas secrète. Tout le monde connaît ce sentier. J'ai reculé en titubant. Le shérif a sorti une chaise et m'a poussé lourdement dedans. Je l'ai vu, je les ai vus la tuer. Ils l'ont tué et mangé son cœur. Tu n'as rien vu, fiston. Parfois, la lumière de la lune se reflétant sur l'eau, le son et le rythme de l'océan peuvent jouer des tours à ton esprit. Crois-moi, j'ai vu plus d'un homme devenir fou ici. Shelter Cove est connu pour avoir son lot de fous, et ils n'ont pas tous commencé comme ça. Je me suis enfoncé le visage dans les mains et j'ai secoué la tête. Il a posé sa grosse main sur mon dos d'une manière tendre, m'a donné une tape. « Repose-toi, dors un peu. Je reviendrai demain après-midi et nous en reparlerons. Nous irons même faire un tour sur la plage. J'aimerais bien me promener avec un scientifique comme toi. Peut-être que tu pourrais me dire ce que sont ces trucs bizarres dans les marées. » Je ne sais pas comment je me suis endormi ce soir-là. C'était comme si j'avais été drogué. J'ai bu un demi de bière et une grande léthargie m'a envahi. J'ai trébuché sur le lit, les yeux lourds, et je me suis endormi avant que ma tête ne touche l'oreiller. Cette nuit-là, le dernier rêve m'est apparu, et j'ai eu une grande prise de conscience. J'étais dans l'océan, avec tous les autres poissons. L'eau salée entrait et sortait de nos branchies. La lune envoyait de grands faisceaux de lumière pâle à travers l'eau profonde et trouble. Bien sûr, nous récoltions des ormeaux. Nous en mangions pour notre propre force, tout en ramenant des brassées pour notre Seigneur qui dormait dans les profondeurs de l'océan. Le Seigneur des ténèbres qui se réveillait et qui se lèverait bientôt dans une furie d'ailes et de tentacules noirs. Le lendemain, le shérif est arrivé chez moi comme il l'avait annoncé. Il a apporté une boîte. Je l'ai ouverte et j'y ai trouvé une grande cape noire avec une capuche. J'ai enfilé la cape sur ma tête, j'ai relevé la capuche et nous sommes descendus ensemble sur la plage pour allumer le feu et attendre l'arrivée des autres.